Le gong de 11 heures a sonné, donc nous commençons notre webinaire. De nouveau, bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Nous accueillons aujourd'hui Sarah Bagnon, qui est associée de KPMG Audit et qui a réalisé un travail d'inventaire et d'analyse de la communication financière des entreprises dans le contexte coronavirus. L'objectif aujourd'hui est de faire le point avec Sarah sur ce qui est obligatoire, ce où il y a des marges de manœuvre et dans le cas des marges de manœuvre, quelles ont été les pratiques des sociétés depuis le communiqué de l'AMF sur la transparence en matière de sensibilité des entreprises au coronavirus le 28 février 2020. Pour ceux qui sont connectés et qui sont abonnés à l'Hebdo des AG, vous savez que ce webinaire s'inscrit dans notre mission de apporter en permanence l'information et les benchmarks sur les pratiques des sociétés cotées en matière de gouvernance et de communication financière. Pour ceux qui participent pour la première fois à un webinaire ou un événement organisé par l'Hebdo des AG, en deux mots, l'Hebdo des AG est un média digital focalisé sur la gouvernance et la communication financière des sociétés cotées. Nous nous appelons Hebdo des AG parce que à l'origine nous étions une newsletter hebdomadaire focalisée sur les assemblées générales. Depuis, en 10 ans, on a élargi notre spectre. On couvre un peu plus que les assemblées générales. On couvre tous les sujets de gouvernance et de communication financière sur systématiquement les 350 sociétés qui composent l'indice CAC All Tradable. Ce qui veut dire des sociétés en majorité françaises, mais pour certaines étrangères, y compris dans le CAC 40, en majorité parisienne, mais on a 25% de sociétés qui sont ailleurs qu'à Paris, qui peuvent être à l'étranger ou en région, et de tout secteur et de toute taille. Nous assurons une veille sur l'intégralité des ordres du jour, des publications de résultats, des communiqués de presse financière et des assemblées générales. Jusqu'ici, jusqu'à ce printemps exceptionnel, nous assurions la veille sur les assemblées générales en nous rendant sur place systématiquement. Là, cette année, ce printemps va être différent. Donc, on vous dira comment on s'organise pour assurer cette veille, suivant la façon dont les sociétés vont assurer elles-mêmes leurs assemblées. Nous avons également une activité de benchmark en ligne qui s'appelle Board Data, où vous pouvez, sur tous les critères que vous voulez, comparer les administrateurs, les COMEX, les sociétés, les assemblées, en matière de gouvernance, de rémunération et d'autorisation financière d'opérations de marché. Nous avons également une activité de formation. Nous sommes reconnus, agréés comme établissement de formation. Et nous avons enfin une activité qui est celle dans laquelle s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, qui est une activité de conférences et de webinaires sur des sujets d'expertise liés aux assemblées. Donc, je laisse maintenant la parole à Sarah, peut-être pour présenter comment s'inscrit votre étude, Sarah, et puis ensuite vous nous exposerez les principaux points de votre étude et nous donnerons la parole via le chat à toutes les personnes qui sont connectées. Merci Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. L'aggravation de l'épidémie de coronavirus bouleverse les préoccupations des entreprises, comme vous le savez. Outre la protection de vos salariés, vous vous préoccupez également de la continuité de vos activités et des retombées économiques.
Cette crise sanitaire, elle suscite également des incertitudes nombreuses, sanitaires, comportementales, économiques, financières, dont les impacts ne sont pas totalement connus aujourd'hui. Donc, dans ce contexte particulier, les marchés financiers portent une attention particulière à la transparence des sociétés cotées sur leurs expositions aux incidences de cette épidémie. Alors, l'AMF et l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, se sont tour à tour exprimés sur le sujet. L'AMF, tout d'abord, comme vous le disiez, Bénédicte, dans une communication du 28 février 2020, pour rappeler les règles d'information qui s'appliquent aux sociétés cotées. Et puis, l'ESMA s'est exprimée la semaine dernière, le 11 mars, avec une série de recommandations qui couvrent, au-delà de la dimension communication et information financière, la mise en place des plans de continuité d'activité. Alors, pour illustrer les premières tendances en termes de communication financière, nous avons étudié les communiqués de presse et les premiers documents d'enregistrement universel d'un échantillon d'émetteurs français. Alors, j'attire tout particulièrement votre attention sur deux points. Le premier, c'est que pour l'essentiel, ces communiqués de presse et ces documents d'enregistrement universel ont été publiés avant la mise en ligne du communiqué de l'AMF et tous sont antérieurs à la série de mesures gouvernementales qui ont été prises depuis jeudi. Et donc, dans ce contexte, nous nous attendons à ce que les émetteurs, enfin les sociétés cotées, fassent évoluer en fait leur communication financière dans les semaines à venir. Alors, que demande exactement l'AMF, Sarah? Alors, au long cours, tout d'abord, l'AMF, mais également l'ESMA, attire l'attention des émetteurs sur le respect de la réglementation abus de marché. Alors, cette réglementation abus de marché, elle exige de toutes les sociétés cotées qu'elles rendent publique, dès que possible, toute information privilégiée qui les concerne, soit directement, soit indirectement. Et par rapport à information privilégiée, nous visons toute information non publique à caractère précis qui est susceptible d'avoir une influence sensible sur le cours de bourse. Alors, concrètement, dans quel cas est-on obligé de communiquer? Alors, concrètement, l'AMF s'attend à ce que les émetteurs communiquent sans délai dès qu'ils ont connaissance d'un impact important de l'épidémie sur leur activité, leur performance ou leur perspective. Alors, compte tenu de son exposition en Chine, Michel va vous montrer que par exemple, SNCP a publié un communiqué de presse en date du 25 février 2020 sur spécifiquement ce sujet du coronavirus, sans attendre la publication de ces résultats annuels qui est prévue le 25 mars prochain. En pratique, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les sociétés cotées, l'AMF recommande de réévaluer périodiquement les impacts connus ou anticipés sur l'activité et les perspectives pour apprécier au fil de l'eau s'ils sont significatifs et en évaluer le montant. Et alors, cette communication, est-ce qu'on procède par communiqué de presse, par publication sur le site web, par publication dans un média de communication financière, de publicité financière? Quelles sont les méthodes? Alors, la communication, elle se fait par la voie d'un communiqué de presse afin de garantir l'égalité d'accès à l'information par les investisseurs. Donc, pour préciser par rapport à vos questions, Bénédicte, l'objectif, c'est qu'il y ait, comme il s'agit d'une information privilégiée, diffusion effective et intégrale. Donc, pour le dire simplement, en fait, cette information, elle doit toucher un large public sur un laps de temps très, très court. Et il faut que les moyens de diffusion qui soient utilisés garantissent l'intégrité de cette communication. Donc, quand les sociétés en ont les moyens, elles peuvent le faire par elles-mêmes. Sinon, elles peuvent avoir recours en fait à un diffuseur professionnel. Et c'est une fois que cette diffusion intégrale et effective a été réalisée que les sociétés cotées vont aller mettre en ligne les communiqués de presse en question sur leur site.
Alors, du fait de la sensibilité nouvelle de certaines informations, l'AMF recommande aux émetteurs de préciser dans ses communiqués de presse les zones géographiques d'activité, de production, de sous-traitance, d'approvisionnement ou les salariés concernés. D'accord, d'accord. Alors, on a aussi des questions de calendrier, de communication. Donc hier après-midi, par webinar, nous parlions avec les experts de KPMG Avocats sur le sujet des assemblées générales et comment les assemblées générales vont se tenir. Et on sait qu'on est en attente d'une loi, d'une nouvelle loi sur la question de la tenue par des assemblées générales par Internet. Ça, c'est sur les modalités, mais est-ce qu'il y a un impact de la crise coronavirus sur les agendas de communication financière? Alors, vous avez raison, Bénédicte. Effectivement, cette crise, non seulement elle infecte, si je puis dire, le calendrier juridique et des conseils et des assemblées, mais elle s'immisce également dans l'agenda financier des sociétés cotées. 4 temps forts peuvent être impactés dans les semaines et les mois à venir. Le premier temps fort, c'est l'arrêté des comptes au 31 décembre 2019, si vous n'avez pas encore arrêté vos comptes. Donc, les incidences de cette épidémie doivent d'abord être examinées dans les états financiers au 31 décembre. Généralement, elle sera considérée comme un événement postérieur à la clôture et ne nécessitera pas d'ajustement des montants comptabilisés dans les états financiers, mais seulement des informations en annexe avec, quand cela est possible, les effets financiers estimés. En revanche, si vous… Allez-y, je vous en prie, Bénédicte. Non, j'allais vous demander ce qui se passait si on n'avait pas encore arrêté ces comptes. Oui. Voilà, donc précisément, si vous n'avez pas encore arrêté vos comptes, enfin, si nos auditeurs n'ont pas encore arrêté leurs comptes, en général, donc, ils vont faire une mention en annexe au compte, en indiquant s'ils ont déjà pu les évaluer de manière fiable, les premières évaluations des impacts. Il y a d'autres points à considérer. Si, du fait de cette épidémie, nos auditeurs anticipent des breach covenants ou identifient des risques en termes de liquidité, là, nous vous recommandons de vous rapprocher sans délai de vos partenaires financiers, mais également de vous concerter avec vos commissaires aux comptes pour appréhender l'impact dans les comptes et en annexe. Et puis enfin, si vous n'avez pas encore arrêté vos comptes, cette épidémie va également s'immiscer dans le rapport de gestion, puisque le rapport de gestion, il mentionne tous les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice, ainsi que les perspectives et les principaux risques et incertitudes. Et donc, lors de l'établissement effectivement du rapport de gestion, il conviendra de s'assurer que l'ensemble de ces éléments ont été actualisés à la date d'arrêté. Et sur l'annonce elle-même, l'annonce des résultats, quel est l'impact? Alors, effectivement, le second temps fort, c'est la publication des résultats annuels. Notre étude a principalement porté sur des émetteurs qui avaient donc arrêté leur compte et publié leurs résultats en février. Et donc, on voit bien que pour la plupart d'entre eux, c'est à cette occasion-là qu'ils ont communiqué sur les incidences de cette épidémie. Alors, qu'ont-ils communiqué ? Ce sont tout d'abord les perspectives d'activité pour l'année en cours qui sont en premier lieu concernées. 4 points sont à retenir. Le premier, c'est qu'évidemment, les incertitudes liées à l'épidémie sont systématiquement mises en avant sur le panel d'émetteurs que nous avons étudié. Second point, il concerne la communication sur les impacts. Plusieurs émetteurs ont communiqué au cours du mois de février sur une première évaluation chiffrée des impacts de l'épidémie sur leur chiffre d'affaires. Donc, Michel, vous pouvez par exemple nous mettre à l'écran, alors là je crois que c'est Air France, donc oui, donc Air France. Donc sur le chiffre d'affaires, on a les cas de Schneider Electric, Bureau Veritas ou JC Deco, voire sur l'EBITDA ou le résultat opérationnel. Donc typiquement, c'est le cas d'Air France que vous avez là, qui a communiqué effectivement sur une fourchette d'impact sur son résultat opérationnel.
mais c'est également le cas d'Arkema ou Solvay, entre autres. Et puis, certains émetteurs sont allés un petit peu plus loin, comme Michel va vous le montrer. Pernod Ricard, par exemple, ou Danone ont été amenés à communiquer sur un nouvel objectif de résultats pour l'année en cours. Donc, Pernod Ricard est en clôture décalée, donc c'est à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels qu'il a été amené à réviser son objectif de résultats 2019-2020. Et puis Danone, au moment effectivement de la publication des résultats, Emmanuel Faber s'est exprimé sur un nouvel objectif en tenant compte alors à la fois on va dire du plan vert en fait qu'il a initié et des impacts de l'épidémie de coronavirus. Troisième point à retenir, s'agissant de la communication sur les résultats, c'est le fait que si vous communiquez sur des perspectives ou des prévisions, des objectifs, il convient de bien communiquer sur les principales hypothèses qui sous-tendent ces objectifs, prévisions ou perspectives. Ça, c'est vraiment requis par l'AMF et on observe que la plupart des émetteurs étudiés ont décrit ces hypothèses. Et je pense que c'est particulièrement important en cette période d'incertitude. Vous verrez par exemple, on a à l'écran Danone que Air France, Danone, Kering, Pernod Ricard, Solvay, entre autres, ont développé, on les présente ces hypothèses de manière assez développée. Quatrième point à retenir, c'est que même en l'absence d'informations précises à communiquer sur les incidences de cette épidémie, certains émetteurs mentionnent de manière explicite qu'ils n'ont pas tenu compte des impacts potentiels de l'épidémie dans leur perspective d'activité 2020. Et Ipsos, que Michel peut peut-être nous montrer, cite les... J'ai pas entendu lequel. La connexion est devenue tout à coup très mauvaise, Sarah. Ouais. Sarah, vous nous entendez? Moi, je m'entends. Pour toutes les personnes connectées, je précise que évidemment tout le monde est en télétravail et donc ce webinaire est organisé avec des points d'émission, avec 3 points d'émission différents. Donc il faut que l'infrastructure tienne le coup. Sarah, vous êtes toujours là? Oui, je vous entends. Voilà. Oui, donc Sarah, j'ai pas entendu quelle était la société que vous vouliez que j'affiche. Ipsos, s'il vous plaît. Ipsos, d'accord. Je crois que c'est là. Et voici. Voilà. Donc, vous voyez en fait que Ipsos, effectivement, explicite de manière assez circonstanciée les raisons pour lesquelles en fait il n'a pas été en mesure de communiquer au moment de la publication de ses résultats annuels sur les impacts de cette épidémie. Et il en profite pour indiquer quand même son exposition au marché, sur le marché chinois, notamment en termes de chiffre d'affaires. Alors, au-delà, si vous m'entendez toujours, au-delà des perspectives et des incertitudes, certains émetteurs vont un tout petit peu plus loin. Dans son communiqué du 11 mars, l'ESMA recommande à l'ensemble en fait, des acteurs de marché de se tenir prêts à appliquer leur plan d'urgence. Ça inclut notamment la mise en œuvre des plans de continuité d'activité. Et nous avons pu noter, en fait, dans le cadre de notre étude, que JCDecaux, par exemple, lors de sa publication des résultats le 5 mars, a d'ores et déjà annoncé avoir mis en place un plan de continuité des affaires depuis le début de l'épidémie. D'accord. Troisième temps fort, il y a aussi, bien entendu, le fameux URD. C'était la première année pour toutes les sociétés
française. Alors, est-ce qu'il faut dans l'URD prévoir quelque chose sur le coronavirus? Parce que la plupart des URD sont déjà sous presse. Alors, effectivement, c'est important de revenir sur ce troisième temps fort. Juste pour mémoire, effectivement, comme vous le savez, pour tous ceux d'entre vous qui clôturez vos comptes au 31 décembre, vous devez déposer d'ici le 30 avril votre rapport financier annuel ou votre document d'enregistrement universel s'il fait office de rapport financier annuel. Et l'un et l'autre comprennent le rapport de gestion que vous avez, pour ceux qui ont leur URD sous presse, que vous avez déjà arrêté il y a quelques temps. Et ce rapport de gestion, il mentionne effectivement, comme on le disait à l'instant, les événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice, les perspectives et les principaux risques et incertitudes auxquels vous êtes confrontés. L'AMF, dans son communiqué, insiste vraiment et invite vraiment les émetteurs à actualiser l'ensemble de ces informations qui ont donc été établies à la date d'arrêté des comptes, à la date de publication de leur rapport financier annuel ou de leur document d'enregistrement universel. L'objectif pour l'AMF, c'est vraiment d'avoir une information fiable et actualisée au moment de la publication de ces documents. Alors, dans notre étude, nous avons commencé à prendre connaissance des premiers UR2 qui ont été publiés. À ce jour, peu d'UR2 ont été publiés, hein, quelques-uns. Enfin, notre étude s'est arrêtée au 12 mars. Donc là, il y en a quelques-uns qui ont été publiés en ce début de semaine et on va bien évidemment, on est en train de mettre à jour tout ça. Sur la base des premières... Juste pour les personnes qui sont connectées, sur le site Hebdo des AG, sur Board Data, à date, nous en avons intégré 14. Les derniers que nous avons intégrés étant Société Générale, Plastic Omnium et DBV Technologies. Donc, si en appui de l'intervention de Sarah, vous voulez consulter le détail du décryptage de ces URD par critères, vous pouvez le faire sur le site Hebdo des AG et notamment, on a observé, effectivement, on a regardé les sociétés qui enfin la façon dont les URD sur la partie description des risques avaient déjà communiqué. Pardon. Oui. Mais vous avez raison, Bénédicte, c'est souvent effectivement au sein de la section facteurs de risque qui les fait référence à cette épidémie, ainsi que sur les parties liées aux tendances et aux prévisions. Alors, voilà, avec l'aggravation de l'épidémie et le renforcement des mesures sanitaires, mais à la fois en France et à travers le monde, nous pouvons nous attendre à ce que les émetteurs qui vont publier très prochainement fassent encore évoluer leur communication financière, donc dans leur URD ou le rapport financier annuel, en mettant par exemple à jour les informations publiées sur les perspectives et les hypothèses sous-jacentes, mais probablement également en développant les facteurs de risque et peut-être également les mesures de gestion de ces risques. Je pense en particulier aux mesures de gestion de crise, au plan de continuité, au sujet de financement, qu'il s'agisse de risques qui sont directement liés à la pandémie ou de risques qui sont quelque part induits, indirectement liés, comme des risques de cybercriminalité ou de fraude qui pourraient être plus prégnants dans un contexte où la conduite des opérations chez un grand nombre de sociétés cotées est un petit peu dégradée compte tenu du contexte et des mesures de confinement. Alors, quatrième temps fort, c'est la publication d'informations intermédiaires, donc par exemple trimestrielles, et le rapport financier semestriel. Alors, comme le souligne l'AMF dans son communiqué de presse, les émetteurs devront, le cas échéant, s'interroger en lien avec leur commissaire aux comptes sur les effets éventuels de cette épidémie sur les prochains arrêtés de compte. Et donc, au-delà des impacts de la crise sur la performance de la période,
Je pense qu'un certain nombre de questions pourront, par exemple, porter sur les effets de cette crise sanitaire et de ses conséquences sur les tests de valeur, les analyses de sensibilité, sur les risques, notamment de contrepartie, de liquidité, de couverture, l'évaluation des stocks de certains actifs, et tous ces points qui vont certainement évoluer avec le temps seront à suivre avec attention dans les mois à venir. Merci beaucoup, Sarah, pour cette analyse. Alors, pour mémoire, cette étude est disponible sur le site KPMG et vous la mettez à jour en permanence. Avant de répondre aux questions de toutes les personnes connectées, votre avis personnel et votre conseil personnel, Sarah? Alors là, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent, en fait, sont en plein dans la mise en œuvre de leur dispositif de gestion de crise et leur plan de continuité. Et vous êtes probablement également en train d'évaluer les impacts de l'épidémie, qu'ils soient connus ou anticipés, souvent en considérant divers scénarios compte tenu des incertitudes. Je pense qu'il est aussi important de considérer les impacts, pas seulement que financiers, mais également les impacts, comme on le disait à l'instant, sur les risques, sur le contrôle interne, sur les procédures de gestion des risques, sur votre capacité également à répondre à vos obligations en termes d'information périodique. On l'a évoqué hier avec Alain Couret et Jean-Jacques Dègre sur les obligations juridiques également, donc sur les prochains comptes. Et je pense que l'AMF, en fait, recommande de réévaluer périodiquement ces impacts et ces incidences en visant vraiment les impacts sur l'activité et les perspectives. Je pense qu'il faut avoir il faut que cette évaluation en continu touche un plus large spectre de sujets. Rappelez-vous simplement que dès que vous avez connaissance d'un impact important, il est important de communiquer sans délai au marché, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, si d'aventure, vous n'avez pas encore publié vos résultats, la présentation des résultats annuels pourra être l'occasion de communiquer sur votre exposition, et notamment en indiquant les zones géographiques d'activité qui sont concernées, les zones de production, les problématiques de sous-traitance, d'approvisionnement, voilà, pour préciser l'exposition. Je crois que de votre côté, Bénédicte, vous aviez également étudié les premières convocations d'AG et les références à cette épidémie dans les premières convocations d'AG. Oui, tout à fait. Alors, actuellement, il y a déjà un peu plus de 30 avis de convocation qui sont parus parce que, bien entendu, il y a des sociétés à exercice décalé et donc les sociétés qui clôturent avant le 31 décembre 2019 ont pour certaines déjà tenu leurs AG. On pense évidemment dans le CAC 40 à Sodexo, mais au-delà, il y a eu d'autres sociétés qui ont tenu des AG. Il y a eu 11 AG tenus déjà depuis début janvier. Et pour ce qui est des ordres du jour, pour l'instant, nous avons observé 2 sociétés qui ont mentionné une référence explicite au coronavirus dans leur ordre du jour. Ce sont LVMH et Sanofi. LVMH, il y a une quinzaine de jours, et c'était tout à la fin de l'ordre du jour paru au ballot, dans les modalités de participation à l'Assemblée, donc dans le paragraphe habituel que beaucoup d'entre vous connaissent sur comment participer. LVMH précisait qu'on était dans l'incertitude, il y avait une incertitude du fait du contexte coronavirus, et Sanofi qui est paru la semaine dernière, donc plus récent, cette fois l'a mis en tête de l'avis paru au ballot, avant même l'énoncé de l'ordre du jour, et en encourageant au maximum les actionnaires à participer par webcast. Et
Sanofi est l'une des assemblées qui rassemble plus de 2000 personnes. Donc, au moment où ils ont envoyé l'avis au ballot, c'était au moment où on a interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes. Après, on est passé à 100 personnes et après, on est passé au confinement. Donc, depuis ça a changé. Mais effectivement, on a déjà 2 sociétés qui ont fait référence au coronavirus dans l'avis paru au ballot. Je propose de passer à vos questions. Donc, nous avons déjà Marion, Arnaud, vous voyez Sarah. Est-ce que vous voyez les questions s'afficher sur votre écran, Sarah? Parfait. Donc, c'est à vous. Et puis, on en a d'autres qui viennent après de Jérôme Marino. Donc, je vous propose que Sarah prenne les questions dans l'ordre où elles arrivent. Et de cette façon, je pense qu'on arrivera à répondre à tout le monde. Oui. Alors, pour commencer sur la première question, sur la prise en compte de la notion de continuité d'exploitation dans les rapports de certification CAC, alors, je vais vous faire, il y a la théorie et la pratique. La théorie, effectivement, vous savez, quand vous arrêtez vos comptes, c'est souvent en principe de continuité d'exploitation. Et en considérant en fait un horizon de 12 mois à la date de clôture, voire parfois vous allez 12 mois à la date d'arrêté des comptes. Donc, en tant que commissaire aux comptes, effectivement, nous analysons effectivement les éléments qui sous-tendent la prise en compte du principe de continuité d'exploitation. Dans le contexte très particulier d'incertitude qui est le nôtre, effectivement, vous allez, je pense, les uns et les autres avoir des discussions avec vos commissaires aux comptes pour appréhender en fait les incertitudes qui vous concernent et sur les 12 prochains mois. Après, est-ce que, si la question sous-jacente est de savoir est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui ont été prises au niveau de la compagnie des commissaires aux comptes pour gérer ce contexte très très particulier où finalement les incertitudes sont très très grandes et très protéiformes et probablement d'une ampleur qu'on a du mal à estimer aujourd'hui. Sachez simplement que vraiment l'ensemble de la profession de commissariat aux comptes est très, très mobilisée sur le sujet. Actuellement, il y a des discussions extrêmement nourries au sein de l'ensemble des commissions et qui devraient déboucher très, très vite sur des communications à l'ensemble de la profession. Donc, je peux simplement vous dire la théorie, c'est qu'effectivement, on considère toujours la continuité à 12 mois et notamment dans ce contexte-là, on s'intéresse aux problématiques de liquidité qui peuvent être les vôtres et on apprécie effectivement si on est face à des incertitudes qui sont significatives ou pas et quand elles sont significatives avec un paragraphe spécifique dans le rapport. Ça, c'est la théorie. Et puis après, comment ça s'applique dans notre contexte particulier, je pense qu'on nous pourrons vous en dire un tout petit peu plus très, très prochainement. Alors, par rapport à la deuxième question, le décalage des publications, effectivement, c'est un point que je n'ai pas évoqué explicitement. Comme vous le soulignez, M. Marino, effectivement, la SEC a pris un certain nombre de mesures d'accommodation pour permettre aux émetteurs qui étaient fortement touchés par l'épidémie de décaler sous condition leur publication. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, pour en avoir échangé avec l'AMF, c'est que l'AMF est très sensible en fait à tous les enjeux qui se présentent aujourd'hui aux émetteurs, qu'ils soient juridiques et autres. Mais officiellement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qui va être décidé du côté de l'AMF, mais ce que je sais, c'est que l'AMF est très, très, très sensible à tous ces enjeux et que nous vous tiendrons informés via Bénédicte si des développements devaient intervenir dans les prochains jours. En tout état de cause, si parmi vous, certains identifient d'ores et déjà l'impossibilité
de respecter le délai de 4 mois de publication du rapport financier annuel. Je vous invite voilà, à contacter votre contact à la direction des émetteurs de l'AMF en attendant effectivement que nous puissions vous informer s'il y a des développements qui sont pris. Merci. D'autres questions? Ah, Marion est en train de poser une autre question. Alors, est-ce que certaines AG seront repoussées? Je crois que c'est la question de Marion. Je parle sous votre contrôle, Bénédicte, mais effectivement, alors c'est une possibilité hein, de demander un report d'assemblée, mais comme le disaient Jean-Jacques Dègre et Alain Couret, on espère que les pouvoirs publics vont prendre des mesures concernant les AG très prochainement. Donc, sur ce point-là, c'est pareil, je suis désolée, je ne peux pas… Enfin, en pratique, effectivement, c'est tout à fait possible de demander un report d'AG. Après, est-ce qu'il faut le faire tout de suite ou attendre peut-être quelques jours que des mesures de police soient prises? Voilà, Actuellement, alors, Marion, je ne sais pas si vous étiez connecté au webinaire d'hier de Jean-Jacques Dègre et Alain Couret de KPMG Avocat. Ce qui est annoncé, c'est un changement en cours du cadre législatif de façon à permettre que les AG se tiennent par Internet, c'est-à-dire que les questions de quorum de personnes physiques et de personnes enfin, physiquement présentes notamment ne soient plus obligatoires et que le vote par Internet en direct soit possible. Maintenant, c'est pas si simple d'un point de vue législatif et donc, on est en attente du changement de ce cadre législatif qui est annoncé et on n'en connaît pas encore le contenu. Alors, une question de Madame Bachelier, en fait, sur la modification du rapport de gestion. Donc, au cas particulier, je ne sais pas si… je ne sais pas si au cas particulier, l'URD a déjà été publié ou non. Mais donc, si vous avez déjà arrêté en fait votre rapport de gestion et en donnant les informations dont vous disposiez à ce moment-là sur les incidences de l'épidémie et que vous n'avez pas encore publié votre URD, vraiment, je pense que ce qu'il faut comprendre du communiqué de l'AMF, c'est qu'il est important d'actualiser votre URD au moment de sa publication. Et donc, effectivement, il y a, on va dire, il y a deux possibilités de le faire. Soit vous apportez des compléments d'informations directement dans l'URD. Si vous aviez déjà communiqué, vous apportez des compléments d'informations directement dans l'URD en veillant au travers notamment des tables de correspondance qui puissent être clairement identifiées quelles sont les informations qui sont relatives au rapport de gestion arrêté par le Conseil et celles qui ont été ajoutées. Et donc ça peut se faire tout à fait par rapport avec les tables de correspondance de l'URD et du rapport de gestion qui sont en fin d'URD. Donc ça, c'est la première option, compléter, donc actualiser finalement le rapport de gestion à la date de l'URD. La deuxième option, c'est effectivement de réunir un nouveau conseil qui va établir, compléter le rapport de gestion, donc établir sous sa responsabilité un nouveau rapport de gestion. Et sachez que si vous prospérez dans cette voie-là, ça nécessitera un nouveau rapport des commissaires aux comptes, donc soit un nouveau rapport intégral, soit un nouveau rapport qui complétera simplement la partie vérification spécifique du commissaire aux comptes.
Alors Marie-Flore précisait qu'il n'était pas encore publié. Voilà, donc du coup, si l'URD n'est pas encore publié, effectivement, voilà, vous avez les deux options que je viens de décrire. Pour autant, effectivement, vous aviez déjà tenu compte, déjà communiqué dans votre rapport de gestion, et que là, vous êtes encore en train finalement d'actualiser ce qui avait déjà été indiqué. Alors ça, c'est notre avis, hein. Je précise, c'est l'avis de KPMG, compte tenu de la lecture qu'on fait, que nous faisons du communiqué de l'AMF. Ah, alors Bertrand, ouais, la liaison n'était pas très bonne. Donc je me permets donc du coup de répéter, désolée. Donc ce que je disais, c'est que j'espère que la liaison est bonne. Si vous aviez déjà communiqué sur les incidences de l'épidémie dans votre rapport de gestion, ce qui est vraiment important, qui est à mon avis vraiment primordial aujourd'hui, c'est de faire de telle sorte que l'information qui sera donnée dans l'URD, elle sera la plus fiable et la plus précise possible à la date de l'URD. Et donc pour ça, deux options. Première option, c'est finalement d'actualiser cette information directement dans l'URD et au travers des tables de correspondance, d'identifier précisément ce qui relève du rapport de gestion arrêté par le Conseil et identifier précisément ce qui a été complété. Et ça, c'est possible de le faire en étant très précis dans les tables de correspondance du rapport de gestion et de l'URD. La première option. Et la seconde option, c'est de réunir un nouveau conseil d'administration, pour autant que ce soit possible dans les conditions actuelles. Réunir un nouveau conseil qui va établir sous sa responsabilité un nouveau rapport de gestion, ou qui va compléter sous sa responsabilité le rapport de gestion. Et sachez simplement que si vous mettez en œuvre cette seconde option, ça va nécessiter un second rapport des commissaires aux comptes, soit un second rapport complet, soit un second rapport qui mettra à jour uniquement la partie vérification spécifique du rapport des commissaires aux comptes. J'espère que la liaison était suffisamment bonne. Je crois que Viviane Netter est connectée et va nous poser une question. Sur les dividendes. Alors, est-ce qu'en ce qui concerne les dividendes, en cas de report d'AG, un CA peut-il considérer le dividende prévu comme un acompte versé à la date initiale prévue de l'AG? Alors là je pense qu'il faudrait que j'étudie ce point, parce que je pense que ce sont deux, l'acompte sur dividende et le dividende, c'est celui comment dirais-je, un formalisme et des conditions qui sont tout à fait différentes. Donc là, sur ce point, je préfère que nous l'étudions, notamment avec nos collègues de KPMG Avocats, et que nous revenions vers vous. Merci. Avons-nous d'autres questions? Bien, écoutez, si nous n'avons pas d'autres questions à ce stade, je propose qu'on remercie Sarah pour sa disponibilité. Comme nous l'avons dit, Sarah, dès qu'on aura du nouveau sur ces sujets, on se permettra de vous redemander d'intervenir par webinar, comme on le fait pour Jean-Jacques Dègre et Alain Couret dès que la nouvelle cadre législatif sur les AG va sortir. Et puis, écoutez, on vous souhaite à tous d'être le plus positif possible dans cette période. Dans un quart d'heure,
va commencer notre période de confinement. Juste avant le confinement, Flore nous demande les clôtures au 31 mars. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que pour les clôtures au 31 mars, je crois effectivement donc au 31 mars va se poser à la fois la question de la communication sur les impacts de l'épidémie. Je pense qu'il va y avoir certainement des impacts dans un grand nombre de secteurs, des impacts sur la performance de la période. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir, nous nous attendons à ce qu'il y ait quand même un certain nombre de questions qui se posent dans le cadre de l'arrêté des comptes par rapport à éventuellement, en fonction des secteurs d'activité, est-ce qu'il n'y a pas des indices de perte de valeur qui nous amèneraient à considérer la mise en œuvre de tests de dépréciation, de compléter les analyses de sensibilité. Je pense qu'il va y avoir une attention accrue qui va être portée à la valorisation des actifs, au risque de liquidité, de contrepartie aussi. Donc, je pense que, pardonnez-moi, ça va être compliqué d'être exhaustif sur le 31 mars, mais je pense que si j'ai un conseil effectivement à vous donner, c'est probablement d'ouvrir dès à présent en fait le dialogue avec vos commissaires aux comptes pour identifier, compte tenu de votre activité et des enjeux qui sont propres à votre secteur et votre entreprise, les principales on va dire les principaux points critiques et pour que vous puissiez effectivement anticiper les impacts au 31 mars. Mais donc du coup, peut-être pour le résumer, des impacts dans les comptes et certainement effectivement. Sarah, là, on vous entend, on vous a à peine entendu. Votre rapport d'activité. Vous disiez des impacts dans les comptes. Ce que je sais pour le 31 mars. Et certainement, on va dire, dans le rapport d'activité, dans la mention dans les commentaires sur l'activité, puisque je pense qu'on va être amené à expliquer en fait dans quelle mesure la performance financière de la période a été impactée par cette crise. Merci Sarah. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce qu'on donne rendez-vous à Sarah pour après la période où dès qu'on aura des nouveautés sur ces sujets? Je crois qu'il y a quelqu'un qui écrit. Marion et Flore, oui. Écoutez, merci, merci Sarah, c'est extrêmement clair. Donc, pour mémoire, c'est l'information est sur le site KPMG. De compléter. Allô? Oui, donc pour les personnes qui sont encore connectées, j'étais simplement en train de remercier vous tous, de remercier Sarah et de rappeler que le document est en ligne sur le site KPMG et l'intégralité de ce webinaire est disponible en mode replay sur le site Hebdo des AG dans la partie Board Events. Et on vous donne rendez-vous à tous, à la fois avec Sarah quand il y aura du nouveau sur ce sujet communication financière et avec Jean-Jacques Dègre et Alain Courret quand on aura du nouveau sur le sujet modalité des assemblées générales 2020. Bonne journée et bon télétravail à chacun.